Copernic nous a décentrés du centre de l'univers. Il y a Darwin qui nous a arrachés au privilège divin et Freud qui nous a privés de la pleine maîtrise de nous-mêmes. Le plus grand danger, c'est que la machine se mette à penser comme l'humain. Mais en réalité, moi, je pense que le plus grand danger, c'est que depuis un siècle maintenant, l'humain s'est mis à penser comme une machine. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait exactement où on va. Et puis surtout, ça va très 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 vite. Ça va tellement vite. Ça dépasse nos capacités cognitives que je pense que faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens sont paumés. Hein. Ça, c'est une réalité. J'ai tendance à dire peut-être plus qu'humain. Et plus qu'humain, peut-être qu'on aura l'intelligence de l'humanité, de l'humain, et puis on aura peut-être aussi l'intelligence du vivant. Mais ne désespère pas, Primate, on va venir nous secourir. En attendant, nous devons nous adapter. Quand les gouttelettes d'hydrogène ne tomberont plus, nous sortirons et nous vivrons discrètement sur Terre parmi les petits crânes. Beldar, comment vivrons-nous parmi les petits crânes? Nous nous mêlerons à eux. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Let's go! Trench Tech, c'est Mick Lévy au micro avec l'inénarrable Cyril Chaudoir. Je n'en peux plus, sortez-moi de là. C'était pour vous réveiller si jamais vous dormez dès le début de l'épisode. Au moins on est parti sur de bonnes bases. Bonjour à tous sur les ondes, nous sommes en 2026, année 3 qui marque l'avènement de l'IA partout. Non mais qu'est-ce que c'est encore que ce film? Tu les prends au hasard maintenant, c'est ça? Tu plaisantes ou quoi? C'est le fabuleux Coneheads de 1993. C'est qui ce gars-là? Bon non, j'avoue, je l'ai pas vu. Mais par contre, l'extrait donne quand même sacrément envie de le voir. Non, ce film a l'air lunaire. Bon, bref, je vais te raconter un peu ma vie, Cyril. Ah, encore? Alors, je suis en train d'écrire mon 2e livre. Et en même temps que je suis sang et larmes sur ce manuscrit, je suis entré par une pensée vraiment obsédante et extrêmement troublante. Il faut que j'en parle à un psy. Attends, tu vas me dire. Ma pensée qui m'obsède là en ce moment, c'est à quoi ça sert d'écrire à l'ère de l'IA, à quoi ça sert d'écrire? Non mais vraiment là, tu le penses vraiment? Écoute, je me dis constamment que l'IA écrirait peut-être un meilleur texte que celui que moi je suis en train d'écrire. Peut-être plus clair, peut-être plus précis, peut-être plus complet. C'est hyper difficile d'avancer en ayant ça en tête. Peut-être plus court aussi. Poursuit, peut-être plus court, pour en parler à mon éditeur. Alors, cette pensée me poursuit alors que je me refuse catégoriquement à avoir recours aux IA pour le cœur du bazar, pour la rédaction en elle-même. Hors de question que je la dédie. Moi, je suis d'accord avec toi. Question d'authenticité. Bon, et c'est là que dans toutes ces réflexions, je tombe sur Marie Dolé, notre invitée du jour, qui, elle, pose une question peut-être encore plus vertigineuse. Et si l'IA nous rendait en réalité plus humain? Alors si comme moi, tu t'es déjà senti en concurrence avec l'IA, si tu t'es déjà demandé si ton travail avait encore un sens à l'ère de l'IA, si tu allais encore servir à quelque chose après avoir entendu un prédicateur vénère te dire que tu serais bientôt totalement dépassé, que tu perdrais ton job, que tu ne servirais plus à rien avec l'IA. Hop, toi t'as trop écouté Laurent Alexandre, je pense. Ah là là, oui, c'est ça, c'est pour ça. Bon bref, si comme moi tu te demandes profondément ce qu'est être humain face à ces IA, écoute bien cet épisode parce que Marie va bien nous éclairer. Il est temps de l'accueillir d'ailleurs. Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Bonjour Marie. Et moi c'est Mick. Oui, non, mais parce qu'en fait, j'ai les deux. Mais oui, mais elle t'a. C'est c'est génial. Et ben il est jaloux. Il est d'une jalousie. Effacé. En fait, c'est ça le truc. Ravi de t'avoir avec nous, Marie. Je crois que tu nous écoutes en plus régulièrement. Tu connais donc nos petites habitudes sur le tutoiement. Je crois pas que ça posera de problème avec toi. Génial. Bon, je fais rapidement les présentations. À la ville, tu travailles chez BPI France, mais on te reçoit aujourd'hui parce que tu es l'autrice de Self-Pressionnisme et si l'IA nous rendait plus humains, paru en janvier 2026 aux éditions EMS. Tu nous diras d'ailleurs si toi aussi tu as ressenti les mêmes vertiges que moi en écrivant. Tu es aussi l'éditrice de la formidable newsletter In Bed with Tech, suivie chaque semaine par plus de 20 000 lecteurs. J'en fais partie, on la recommande. Mais quel faillot celui-là, dans laquelle tu traques les signaux faibles qui façonnent notre époque entre innovation technologique, philosophie et pop culture. Est-ce que j'ai tout bon? Est-ce que j'oublie quelque chose dans ta bio ou autre chose? C'est parfait. Bon, bah écoute, génial. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet directement. C'est parti pour le grand entretien. Être humain à l'ère des IA. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
Bon, Marie, alors je ne sais pas comment tu vas faire pour le référencement naturel, je t'avouerai, parce que tu n'as pas choisi d'intituler ton livre L'IA va tout sauver ou Survivre à l'IA, etc. Non, toi, tu as choisi carrément de l'intituler Self-Pressionisme. Comment on dit déjà ? Le self-pressionnisme. Alors, il va falloir qu'on commence par le début, que tu nous expliques ce mot, pourquoi ce mot, et surtout ce qu'il dit de ce qui change fondamentalement avec la révolution en cours. Ok. Alors, moi, j'ai voulu prendre une approche un petit peu, on va dire, artistique. Et je me suis intéressée finalement aux grands courants artistiques, enfin en tout cas les derniers en date. Donc si tu prends par exemple l'impressionnisme, quand l'impressionnisme est arrivé, on avait l'essor à ce moment-là de l'appareil photo. Et donc, et alors il y a aussi eu l'invention du chevalet, il y a eu l'invention de la peinture en tube. Du coup, on pouvait sortir à l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les peintres se sont dit, si on a aujourd'hui un outil qui est capable de retranscrire, on va dire, avec fidélité le réel, et nous, on va aller au plus près de la nature, du vivant, et puis on va retranscrire d'autres choses que l'appareil ne peut pas, d'où l'essor de l'impressionnisme. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu finalement une avancée technologique, bon là, en l'occurrence, l'appareil photo, et il y a eu une réponse, on va dire, artistique. Quand tu regardes ensuite, par exemple, l'expressionnisme, là on est en période de guerre, on est dans un climat donc quand même qui est instable, on a l'essor de la psychanalyse, et là on se dit voilà, réponse un petit peu artistique au courant, c'est tout simplement qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que ça implique en moi, etc. Et donc c'est l'expressionnisme. Donc pourquoi le self-pressionnisme ? Alors contraction de selfie et impressionnisme, parce que moi quand j'ai vu arriver l'IA générative, comme tout le monde, j'étais un petit peu fascinée parce que l'IA en fait en tant que telle, elle existe depuis 70 ans, ça il faut quand même pas l'oublier. Mais ce qui a marqué un changement, c'est que c'est la première fois qu'on va dire qu'elle sortait des laboratoires pour le grand public. On n'avait pas besoin d'être data scientist, etc. On avait une interface. Et surtout, la logique change. C'est-à-dire que par le passé, on avait des systèmes informatiques qui étaient déterministes. Et aujourd'hui, on est passé sur des systèmes indéterministes. Alors, je vais nuancer un petit peu parce qu'il y a du déterminisme dans l'indéterminisme, mais je vais essayer de vulgariser quand même pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur des probabilités, c'est plus du tout la même approche. Et le fait qu'on ait cette nouvelle technologie donc sur laquelle se basent les grands modèles de langage, les LLM, etc., les transformers, ça va permettre en fait de finalement aujourd'hui d'être capable de des textes, des poèmes, de la musique, des choses comme ça, enfin d'analyser beaucoup de choses. Parce que une chose qui est intéressante, c'est que les LLM, donc les grands modèles de langage, in fine, qu'est-ce qu'ils ont comme capacité d'être capables d'aller détecter des patterns, de détecter finalement des signaux faibles, etc. Et donc moi je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant on disait que la particularité de l'être humain, c'était sa créativité, c'était sa sensibilité, c'était être capable d'écrire des poèmes, de produire de la musique. Et en fait on se rend compte finalement qu'aujourd'hui, la machine sait le faire. Et donc, elle sait produire. De là, est-ce qu'elle sait créer ? Ça, c'est peut-être un point qu'on creusera. Mais elle sait produire en analysant des patterns, effectivement, dans la littérature avec laquelle elle a été entraînée, dans les millions de tableaux, de photos, de films, etc. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est que finalement, le moyen d'expression qui était très humain à la base devient, accessible à la machine. Et donc, c'est ça qui nous pousserait à devoir réinventer ou recréer une nouvelle forme artistique pour pouvoir toujours se dissocier de l'outil, comme la photo a représenté la réalité. Les impressionnistes sont allés un cran plus loin parce que c'était plus nécessaire de reproduire la nature telle qu'on la voyait, telle qu'une photo la représentait. C'est ça, en fait Il y a 2 points. Le premier point, c'est, premièrement, aujourd'hui, tout le monde, finalement, peut générer une image, créer de la musique assez facilement. Je ne dis pas que tout sera de belle qualité, etc. D'excellente qualité. Tout le monde aujourd'hui est capable de le faire. Donc ça, déjà, ça marque une rupture, parce que par le passé, être capable de produire quand même de l'art, c'était quand même réservé soit à des gens qui avaient du talent, soit à des gens qui avaient beaucoup d'heures de pratique. Et en réalité, la vérité, c'est que généralement, les deux vont ensemble. C'est un peu les deux. Donc ça, c'est la première chose, c'est quand même un accès à la création accessible à tous. Donc ça reste très très intéressant. Et après, le deuxième point, comme tu dis, c'est effectivement, si tout le monde peut produire à minima quelque chose, et quelque chose qui, en tout cas, paraît plutôt pas mal,
c'est quoi notre singularité et finalement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi? Qu'est-ce qui va faire qu'on est humain? Parce que, tu vois, jusqu'à maintenant, on disait souvent, le plus grand danger, c'est que la machine se mette à penser comme l'humain. Mais en réalité, moi, je pense que le plus grand danger, c'est que depuis un siècle maintenant, l'humain s'est mis à penser comme une machine. Je l'attendais, effectivement. Ouais. Oui, et donc à penser comme une machine, et d'ailleurs, oui, depuis plus d'un siècle, en tout cas, à être presque réduit à l'état de machine. Tu fais référence à quoi, en fait, au début de la révolution industrielle, c'est ça? Exactement, et puis tout ce qui s'est passé ensuite, et même aujourd'hui, la codification de cette ère de productivité, et d'en faire toujours plus, toujours là avec des KPIs, des choses comme ça, etc. Donc oui, on est devenus des machines. Enfin, je veux dire, même nos journées aujourd'hui, 9h, 19h. Voilà, quoi. Ouais. Bon, en même temps, on n'a jamais eu autant d'occasions d'exercer notre esprit critique. Bon, en écoutant Trench Tech, mais pas que. On a accès à une information, à de la connaissance de manière beaucoup plus forte. Si tu veux, on peut rester sur cette question de la créativité, parce qu'effectivement, on se dit la créativité, c'était un peu ce que je voulais donner dans mon intro aussi. C'est ce qui touche le plus à l'humain. Et on se sent d'un seul coup concurrencé par la machine sur cette notion de créativité. Alors, il y a un grand débat. Est-ce que l'IA est créative? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Comment toi tu tranches ce débat? Comment tu l'alimentes en tout cas? Alors, moi je pense premièrement que la créativité... En fait, on a beaucoup d'études aujourd'hui où d'un côté on te dit la machine fait ça, l'humain fait ça de ce côté. Et voilà. Ouais. Et donc concrètement... Oui, on cherche un espèce de partage, de partage des rôles avec la machine. Ouais. Concrètement, l'humain, la machine ne peut pas être créative. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est pas de les prendre séparément, c'est de les prendre ensemble, et il y a une symbiose qui se crée, et de voir finalement si l'humain seul ou l'humain avec la machine est finalement créatif. En fait, c'est ça le vrai sujet. Parce que aujourd'hui, dire que la machine est autonome, c'est faux. Alors même quand tu as des systèmes aujourd'hui avec de l'agentique, donc on a pu voir notamment avec OpenClaw, Moldbook, etc. On a eu beaucoup de discours alarmistes de gens qui, je pense, n'ont juste pas mis les mains dans le cambouis, qui disaient, voilà, maintenant on a des agents qui sont en liberté, qui font ce qu'ils veulent. Il faut quand même pas oublier qu'il faut le paramétrer. Donc moi, je sais que dès qu'il y a un outil qui sort, avant d'en parler, je le teste. Donc quand tu veux mettre en place un agent, tu as ce qu'on appelle le heartbeat, par exemple, qui va dire à quelle récurrence il va pouvoir agir, et ensuite à quoi il va avoir accès, etc. Qu'est-ce que tu veux dire? Que l'homme garde quand même la main sur la machine, que la question de l'autonomie de la machine et de cette concurrence par l'autonomie, elle n'est pas du tout aussi forte que ce qu'on nous vend aujourd'hui dans les discours ambiants, c'est ça finalement? Et moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est le fait de se dire que pour moi, les LLM, donc les grands modèles de langage, sont une infrastructure cognitive. Okay, c'est une archive. Okay, et si tu regardes, ils ont condensé une grande partie de ce qui fait l'humanité. Des textes, des poèmes, des musiques, on revient toujours un petit peu à la même chose. Alors certes, il y a des biais, parce qu'on sait qu'il y a certaines civilisations qui sont plus représentées que d'autres, etc., que c'est pas non plus l'exhaustivité, c'est du très grand nombre, mais ce n'est pas l'exhaustivité, mais il y a quand même une masse qui est très très importante. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que d'un côté, on a l'intelligence collective, donc cette intelligence en fait qui a été finalement amassée pendant des siècles et des siècles et des siècles, et il y a notre intelligence vivante. Et j'aime bien ce parallèle parce que si tu le prends sous ce prisme, tu comprends finalement que tu peux te servir des archives pour comprendre, pour monter en compétence, pour aller chercher, mais c'est toi finalement avec ton vécu, ton contexte, tout ce que la machine n'a pas aujourd'hui, en tout cas pas les LLM, et ben tu vas pouvoir injecter du vivant et tu vas pouvoir donner du sens à ce que tu fais. Je ne peux pas m'empêcher de rentrer dans le débat, Marie, sur ce que tu dis, parce que pour moi, c'est un des gros points d'incompréhension qu'on a aujourd'hui avec les LLM, justement. Le LLM, ce n'est pas une modélisation de la connaissance, c'est une modélisation du langage. Ce qu'ont appris les LLM, c'est à parler le langage, mais en étant alimentés par tellement de sources qu'elles savent non seulement hyper bien recréer le langage, puisqu'elles l'ont modélisé de base, c'est ça qui est fait avant tout, mais aussi véhiculer effectivement et donner un nouveau moyen d'accès à la connaissance. Mais en réalité, ça ne devrait pas être ça, tu vois, l'essence d'un LLM, c'est pas ça, c'est le langage finalement. Absolument, tu as tout à fait raison avec toi. Ouais, pour autant, effectivement, j'aimerais revenir à cette notion de créativité, parce que quand tu l'évoquais il y a 2-3 minutes à peine, je me suis dit, tiens, puisqu'on a parlé de l'apparition de l'appareil photo, finalement, quand l'appareil photo est arrivé, il y a eu aussi des détracteurs qui disaient que s'il suffit d'appuyer sur un bouton pour capturer le réel d'une certaine manière, ça n'est plus vraiment de l'art, alors que, on sait bien, il fallait faire des réglages, etc., etc. Et pour autant, donc il y a eu des mouvements presque de contre-culture
avec l'impressionnisme, mais puis il y a eu également des photographes qui sont devenus des artistes, qui ont su utiliser l'outil différemment. Donc, et ça, on peut reproduire cette logique à grande échelle sur à chaque fois les nouveaux mouvements artistiques. Donc, quid aujourd'hui, finalement, avec les LLM? Est-ce que toi, tu observes déjà aujourd'hui une nouvelle façon de s'exprimer, que ce soit à travers un mouvement artistique ou une appropriation différente de ces outils? Et qu'est-ce que ça dit peut-être des années à venir, selon toi? Alors, je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait exactement où on va. Et puis surtout, ça va très, très, très vite. Ce qui est quand même une grosse différence par rapport aux précédentes révolutions qui s'étalaient dans le temps. Et là, c'est vrai qu'on a une vitesse, ne serait-ce que sur les modèles de langage, en fait, sur les versions, etc. Ça va tellement, tellement, tellement vite, ça dépasse nos capacités cognitives, que je pense que faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens sont paumés, hein, ça c'est une réalité. Les gens sont paumés. Ensuite, il y a tellement de discours catastrophiques, etc., où on mélange tout, que les gens sont paumés, les gens ont peur. Et pourquoi est-ce qu'ils ont peur, les gens? Parce que ça fait depuis progressivement un siècle que son travail, c'est devenu identitaire. Dire je suis médecin, je suis philosophe, etc., c'est finalement me définir, puisque aujourd'hui c'est vraiment indissociable. Donc quand tu dis à quelqu'un, voilà, ton métier va disparaître ou tu vas être disrupté, etc., ça fait peur, premièrement. Là aussi, je pense qu'encore une fois, discours sensationniste, mais pour plein de raisons. Premièrement, parce que moi, je pense pas que l'IA va remplacer des métiers. Je pense que l'IA remplace des tâches, premièrement. Alors certes, il y a des métiers qui sont faits que de tâches. C'est vrai, donc certains métiers vont être remplacés, ceux qui sont faits de tâches. Mais là encore, je vais nuancer, ça serait encore trop simpliste, parce que il est vrai que l'IA peut remplacer des métiers qui sont des tâches, mais en réalité, il peut remplacer des métiers où il y a peu de tâches différentes. Donc, dès que tu te trouves avec un métier où il y a, par exemple, des tâches, mais beaucoup de tâches hétérogènes, qui a quand même des réglages à faire entre, ou des décisions, du jugement, etc. et tout, aujourd'hui, non, l'IA ne va pas remplacer. Pas tout englober. Donc, aujourd'hui, il y a la question. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche à la question de l'identité. C'est ça que tu nous dis. On se définit beaucoup par notre métier. On est nombreux à, effectivement, se présenter en disant « moi, je fais ça dans la vie », etc. Et que l'IA vient un petit peu contrebalancer, vient un peu concurrencer, vient un peu bousculer en tout cas cette identification professionnelle. Ouais. C'est une blessure narcissique, hein. Donc si tu regardes un petit peu les grands courants historiques. Alors attends, la blessure narcissique, ça me rappelle quelqu'un, c'est Marius Bertolucci, voilà, je cherchais, auteur moi aussi, de l'homme diminué par l'IA, qui nous en avait parlé. Il nous indiquait que c'était la 4e blessure narcissique, l'IA, selon lui. Alors je ne sais pas qui établit le référentiel des blessures narcissiques, mais il faudrait peut-être que tu nous rappelles quelles étaient les 3 premières et en quoi l'IA pourrait constituer donc cette fameuse blessure narcissique. Copernic nous a décentré du centre de l'univers. Il y a Darwin qui nous a arrachés au privilège divin et Freud qui nous a privés de la pleine maîtrise de nous-mêmes. Donc voilà, du coup, pour tout te dire, on en parle beaucoup de cette 4e blessure narcissique. En réalité, c'est Catherine Malabou qui en a parlé dès 2017. Et ça, on peut peut-être préciser que Catherine Malabou qui en a parlé dans les Métamorphoses de l'intelligence. Et c'est marrant parce que depuis, tu as Pépin, Husson, puis encore plus récemment, j'ai oublié son nom, Damasio, et donc a été repris dans tous les médias. Mais bon, et je dis pas ça parce que c'est une femme, mais c'est Catherine Malabou. C'est pas mal. Mais Catherine Malabou qui l'a dit en premier, c'est très bien. Philosophe. Dès 2017, avait formulé l'intuition, et c'est d'autant brillant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les IA génératives, en tout cas pas comme on les a aujourd'hui, quoi. Est-ce que ce qui caractérise cette 4e blessure narcissique, d'abord elle touche à la cognition, à l'intelligence, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez profond, mais en même temps les 3 autres touchent à des choses profondes aussi pour l'époque. Mais est-ce que c'est pas la vitesse? Est-ce qu'on va avoir le temps de la digérer, cette blessure narcissique, ou est-ce qu'on va imploser avec elle? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, mon livre est optimiste. Ce qui m'empêche pas, moi non plus, d'être optimiste, mais aussi d'être réaliste. Et c'est vrai que malheureusement, moi, je pense qu'à moyen terme, on va se prendre une bonne claque, et qu'ensuite, on va pouvoir rebondir. Mais je pense que les prochaines années vont être compliquées. Ouais. À quel type de claque si on peut l'imaginer, c'est pas facile. Non, Premièrement, je pense que il va y avoir un vrai sujet sur nos emplois, premièrement, et je pense que
si je pense pas que l'IA peut remplacer tous les métiers, oula, j'ai un peu formulé ça bizarrement, mais bon, je pense que Ouais, on tue. voilà. Je pense en revanche que on va avoir besoin de moins de personnes pour faire ce qu'on faisait aujourd'hui. Ce qu'on faisait avant. Ouais, mais ça tombe bien, avec la démographie, on va avoir beaucoup moins d'actifs, donc c'est peut-être que ça tombe bien au bon moment. Oui et non, parce que d'un autre côté, on a la seniorisation de la population. On a donc une population qui va vieillir. Qu'il va falloir financer. Et donc, c'est ce qui est assez intéressant aussi avec l'arrivée de l'IA, c'est que ces dernières années, on était beaucoup sur les jeunes, et puis au bout d'un moment, le senior, t'arrive à 45, 50 ans. Si tu devais virer, c'est compliqué parce que plus personne ne veut payer de senior. Et alors, ce qui est assez marrant avec la nouvelle révolution, c'est que maintenant, on te dit, on se rend compte quand même que pour piloter les IA, c'est mieux d'avoir des seniors. Oui, et donc, par rapport à l'expérience, justement. On a le cas contraire, c'est-à-dire que maintenant on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec nos jeunes, et donc ce qui est aussi un problème. Mais c'est marrant de voir que tu vois finalement ce qui était un problème il y a quelques années devient une opportunité maintenant. C'est presque le grand âge qui voilà. Donc la claque, elle va venir sur l'emploi, quoi. Selon toi, ça va être vraiment ça va être la première chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi et qui du coup vont devoir se remettre en question. Ça, c'est la première chose. Ce qui va être compliqué, c'est que moi, je pense que l'IA va creuser les inégalités. Parce que ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que plus quelqu'un est cultivé, plus quelqu'un est malin, plus quelqu'un est rapide, etc., plus il a de connaissances et plus il est capable de pousser la machine. C'est en ça que finalement, c'est un peu miroir, quoi. Ça va t'augmenter, ça va te... Bon, j'aime pas le terme augmenter, mais bon, bref. En tout cas, on pourrait y revenir. C'est multiplicateur, l'IA. Et donc tu te retrouves avec un problème où forcément les gens qui sont plus lents, qui sont moins cultivés, etc. Vont encore une fois, tu vois, il a la fracture numérique à mon avis x10. Donc ça, c'est la première chose, je pense, sur les emplois. Ensuite, moi je suis très inquiète aussi par rapport au climat géopolitique actuel, parce qu'on est dans un climat de permacrise, ça ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, on a un front de guerre qui est fait de plus en plus de drones, de robots autonomes, etc., qui sont boostés à l'IA. Et quand ils sont pas boostés à l'IA, ils font quand même partie d'une infrastructure elle-même boostée à l'IA. Il y a toutes les questions de souveraineté, parce que aujourd'hui, on est quand même en France, certes, on a Mistral, mais sinon, on est tous sur Copilot, Claude, ChatGPT, etc., qu'on confie des choses aux IA comme on n'a jamais fait par le passé, parce que comme c'est une machine, tu vois, il y a ce côté où on se dit on peut tout dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, tu vois. Et finalement, ces données-là, elles sont quelque part dans un cloud aux États-Unis, et que quelque part, si tu veux t'en servir, tu vois, non, t'es en dépendance totale. T'es en dépendance totale d'une autre puissance qui utilise énormément la technologie. Puis on est dans une société où maintenant, quand tu es sur le front de guerre et tu es là et tu cibles des serveurs Amazon, enfin, tu vois, et puis si on veut en rajouter justement sur le niveau géopolitique et donc les fronts de guerre dont tu parles, il faut aussi resituer les intérêts de certains États d'aller prendre parti ou pas dans certains conflits pour aller justement chercher aussi les matières premières qui servent à cette économie du numérique et de l'IA en particulier. Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière parce que je trouve qu'on est allé un peu vite sur la notion de blessure narcissique. D'abord, moi, ce que je constate, c'est que Copernic, Darwin, Freud, on a quand même des humains avec une nouvelle conception des choses, une nouvelle conception du monde qui crée cette blessure narcissique. Là, on ne nomme personne, on nomme en fait une technologie qui peut-être crée une quatrième blessure narcissique. Je n'ai pas de réponse, j'ai pas de question spécifique là-dessus, mais je le pose quand même au milieu de la table. Qu'est-ce qu'elles ont provoqué, ces blessures narcissiques, sans refaire toute l'histoire, mais peut-être un dénominateur commun à ces 3 blessures narcissiques qui pourrait peut-être nous aider à nous projeter dans les effets que ça pourrait avoir une quatrième éventuelle blessure narcissique liée donc à l'intelligence artificielle et à son déploiement? Alors, c'est une bonne question. De façon peut-être un petit peu facile, mais je pense que ça va permettre de dérouler le fil. Je pense que finalement, si tu regardes tout ça, ça revient à notre ego, en fait. Tu vois, l'humain, il est finalement pas si... C'est clair. Tu vois, les besoins fondamentaux, la manière dont l'humain est construit, ça, quel que soit l'idée, que ça change pas. Donc, si tu regardes un petit peu le dénominateur commun, c'était... je pensais que, je schématise, mais j'étais le plus fort, le plus intelligent, le seul au monde, etc. À chaque fois, non, je suis pas seule au monde. Le libre arbitre, finalement, il y en a pas tant que ça. Voilà. Heureusement, là, moi, je suis créatif. Maintenant, on a la machine qui est capable de faire des choses.
Mais donc du coup, cette blessure narcissique et donc de l'ego, je l'entends, mais ça a provoqué quoi derrière comme changement de société majeur? Tout le monde est tombé en dépression, ça a provoqué des changements de régime, ça a provoqué plutôt un nouvel éclairage sur le monde et sur la place que l'on y occupe, et donc in fine ça a peut-être aussi créé d'autres envies, d'autres perspectives, d'autres utopies peut-être, comme on en parlait avec Anna Chouri dans un autre épisode. Moi, je pense que progressivement, ça nous ouvre à la nuance, en fait. Ça nous ouvre à la granularité. Ça nous ouvre, en fait, à peut-être des nouveaux régimes du sensible et de la perception. Tu vois, parce que aujourd'hui, si on se retrouve dans cette époque où on se dit que la machine est capable de faire ci, de faire ça, etc., et ben on va peut-être se poser à un moment donné, peut-être pas tout de suite parce qu'on est encore, on a les yeux rivés sur nos dashboards et sur qu'est-ce que je vais pouvoir automatiser et qu'est-ce que je vais pouvoir multiplier. Donc je pense que malheureusement la prise de conscience, on n'y est pas encore, mais je pense qu'in fine, ça va être peut-être de nous permettre en fait d'ouvrir des nouveaux régimes sensibles. Et c'est ça, self-pressionnisme, du coup, c'est ça que tu mets derrière cette notion de self. On a compris la contraction, mais c'est une autre façon d'exprimer son soi. Parce que il y a, self, on est bien d'accord, hein. En psy d'ailleurs on parle de vrai self et de faux self, une façon aussi de s'abriter d'un environnement qui ne nous convient pas en se construisant un personnage. Ça serait révéler davantage son vrai self, le self-pressionnisme. J'ai encore un peu de mal à saisir. Alors déjà il faut pas le voir comme le selfie, hein, parce que c'est l'opposé du selfie. Mais quand tu regardes par exemple les premiers autoportraits, quand tu peignais en fait un autoportrait, t'étais pas là pour le montrer en fait en réalité, mais pour découvrir des choses. T'étais vraiment plutôt dans une analyse, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a complètement changé de régime. Ce n'est plus ce côté où je sonde les détails, etc. Maintenant, c'est juste parce que je m'expose, parce qu'on est dans une société du spectacle, etc. Et je pense que dans les années 70, tu sais, quand tu as eu l'essor du développement personnel, on s'est dit connais-toi toi-même, c'est mieux maîtriser mes émotions, etc. Mais sauf que en réalité l'humain ne peut pas s'autosuffire en fait. Le développement de soi ne peut passer que par une altérité, que par l'autre avec un grand A. Oui. Et en réalité ces dernières années on a tout fait sauf ça, c'est-à-dire qu'on a été dans nos microcosmos, on a été ensuite avec Internet et les algorithmes, on a été dans des bulles de filtre, voire même des bulles solipsistes, c'est-à-dire que ce qu'on pensait, etc. Donc c'est encore l'étape d'après. Et je pense que en réalité, aujourd'hui, ce qui va faire la différence en fait dans les années à venir, ça va être premièrement cette capacité à connecter, comme je disais tout à l'heure, notre intelligence vivante à l'intelligence du collectif, donc finalement les autres de ces derniers siècles, mais aussi l'autre avec un grand A, quoi. L'altérité, comme tu le Il disais. y a une citation que j'aime beaucoup qui retranscrit bien notre époque. C'était Robbie Williams qui disait j'ai toujours pensé que la pire chose c'était de finir seul. En réalité, la pire chose, c'est de finir d'être entouré de gens qui te font sentir seul. Et je trouve que ça caractérise en réalité bien notre période. On est des zombies, hein. Je crois que vous avez eu Hubert Béroche, non, sur votre... Hubert, on a fait un épisode sur les zombies avec Hubert, effectivement, qui a écrit le livre éponyme. Donc on est sur nos mobiles, on n'a jamais été aussi connectés et jamais été aussi... On est hyper entourés, mais ça nous ramène à notre solitude. Seul ensemble. Marie, j'ai une dernière question pour terminer cette séquence. C'est un peu plus personnel. Moi, je faisais part du vertige que j'ai en écrivant et de me sentir vraiment concurrencé par les IA. Je crois vraiment que c'est l'activité finalement où je me sens qui me pose le plus de questions vis-à-vis de cette concurrence aux IA. Toi, c'est quoi? Est-ce que ça a été aussi un choc comme celui-là en écrivant, ou est-ce que c'est sur d'autres sujets que tu as eu ce vertige de la concurrence de la machine, si tu l'as eu? Alors, moi, c'est assez marrant. Je pense pas avoir eu le vertige avec la machine.
Parce que très vite, en fait, moi, je m'en sers régulièrement. Je m'en sers pour tout, un petit peu pour réfléchir, etc. Mhm. Il m'arrive enfin, je m'en sers régulièrement pour écrire. Euh, mais ce que j'ai fait, moi, j'ai fonctionné un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils, par exemple, qui vont te permettre de savoir si ça a été écrit par la machine, etc. Et il y a d'ailleurs beaucoup de sujets qui disent ah ben non, ils sont pas fiables à 100%. Ouais. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si aujourd'hui, la machine, par exemple, elle a des mimétismes ou des choses comme ça, des formules de style qui sont propres, etc., bah, en réalité, c'est parce qu'elle a été nourrie de textes qui étaient, tu vois, donc qui montraient que ces tournures, etc., étaient Mhm. quali. En tout cas, ça sortait dans ces données d'entraînement. Et moi, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est analyser mon texte maintenant, pas pour savoir s'il a été écrit avec la machine ou pas, etc. et tout, parce que je sais ce que j'ai écrit, je sais ce que j'ai écrit par la machine. Mais Ouais, ouais. ce que j'aime beaucoup, c'est que cet outil va me dire, bon, bah voilà, telle et telle phrase, ça te met en relief et machinique. Et donc, parfois, effectivement, ça a été écrit par la machine. Et donc, ça m'explique et je comprends pourquoi. Je me dis, ah tiens, ok, d'accord, parce que c'est des rythmes diptyques rythmiques, des diptyques Ouais, ouais. rythmiques, etc. Qui sont typiques du fonctionnement des IA. Ils sont typiques. Ouais. Et voilà, parce que du coup, comme ça lisse, comme ça normalise. C'est hallucinant, c'est comme les captcha à l'envers, c'est les captcha qui viennent vérifier que toi, être humain, tu n'es pas un robot, tu es en train de faire vérifier à une machine que ce que tu as écrit n'est pas trop robotique, c'est magnifique. Exactement. Et ce que je trouve très marrant, c'est que je me rends compte qu'il y a des phrases, en fait, qui ont été écrites par moi, et là, tout de suite, c'est machine. Du coup, c'est vexant, je me dis, ah, mais c'est machinique. C'est vexant. Maintenant, moi, je fais, chaque fois que j'ai bah alors, en plus, maintenant, quand t'aimes écrire, quand t'as toujours écrit, parce que j'écris Oui. bien avant l'IA, moi, j'ai ma newsletter depuis 2000. Oui. C'est de se dire, bon, bah voilà, maintenant, je vais faire, en fait, ce qui n'existe pas, ou en tout cas, ce qui n'est pas dans la norme. Et je m'amuse parfois maintenant à me dire, bon, bah tiens, là, par exemple, je vais mettre virgule, 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 enfin, tu vois, des phrases, tu vois, et tu te dis, bon, bah écoute, puisque de toute façon, la machine peut faire des choses très jolies, etc., moi, je veux sortir, en fait, du normatif. Donc, tu D'accord. vois, moi, c'est... Ouais, c'est comme les gens qui mettent des fautes d'orthographe exprès pour faire croire que c'est pas ChatGPT qui a écrit leur post LinkedIn. Ouais, mais ça, Qui c'est font ça. Ah oui. que je trouve, tu vois, parce que... Bah, en tout cas, Ah oui, c'est clair. Mais Bien sûr. en fait, ça peut être ça m'a pas perturbée parce que en réalité, moi, ça me permet de me dire, en fait, j'ai envie de me dépasser. C'est ça. c'est sûrement quelque chose que vous savez déjà, mais il y a des mots qui affleurent en fait dans le discours des gens normaux et dans ce qu'ils produisent et ce qu'ils écrivent ensuite eux-mêmes, parce qu'ils ont été totalement imbibés des Oui. productions de l'IA générative, qui Mais ça remet aussi. parfois même au goût du jour des mots qui n'existent plus ou qui ne sont plus utilisés dans le langage courant, mais comme ils ont été entraînés sur des sources qui sont aussi parfois anciennes, donc méfions-nous de ça. Et donc moi je ne suis pas sujet au vertige de la machine, mais au vertige de l'amour uniquement, les gars. C'est beau. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va faire appel à une autre source de vertige, et cette fois accrochez vos ceintures, c'est On refait la tech de Gérald Lubovitch. On refait la tech. Le monde vire à la dinguerie permanente et depuis le début de l'année, tout semble foutre le camp. Est-ce que ça ne serait pas tout simplement les effets d'une tech devenue complètement dingue ? On n'entend plus que ça, le bruit et la fureur des tech bros qui se passent depuis longtemps de notre consentement pour dérouler leurs plans marketing, leurs idéologies fascisantes, leur mépris des communs et de la démocratie. Sam Altman, Alex Karp, Peter Thiel, Dario Amodei, Elon Musk et l'empereur lui-même, Donald Trump, flanqués de sa garde prétorienne pro-tech, se sont à nouveau retrouvés dans le mouchoir de pause de Davos, au bout de la Suisse, à 2 pas du paradis financier du Liechtenstein. Le rassemblement annuel de tout ce qui se compte de plus riche, de plus puissant, de plus capitaliste reste un événement incontournable que la presse ne peut manquer sous aucun prétexte. For sure, le soleil y brille fort et beaucoup d'entrepreneurs, de politiciens wannabe se pressent pour écouter les nouveaux messies dérouler leurs prophéties morbides au micro, les plus divers. Et grosso modo, si on les écoute, ces fameux tech bros, autant renoncer immédiatement au sel de la vie et à la poésie d'une horreur matinale. Tout se conjugue à l'imparfait brutal, ce que nous avons connu, le mythe du plein emploi, la sécurité du droit international, le bien commun, la solidarité entre les peuples, c'est du passé. En mode prédiction, un Alex Karp, le patron de Palantir, dont l'action consiste entre autres à aider ICE à traquer les sans-papiers aux États-Unis, explique doctement que l'IA va tuer la philosophie, les sciences sociales, la psychologie et mettre au chômage tous les pros du secteur. Dans un monde où le changement climatique provoque une éco-anxiété chez près de 93%
Dès 18-24 ans, l'IA va nous coucher sur un divan personnalisé pour soigner de dépression. L'ère est à la spécialisation, la taylorisation du travail est à son paroxysme, à chacun sa tâche et l'IA sera bien gardée. Il y a un nouveau venu qui a particulièrement marqué cette année, c'est Dario Amodei, le patron d'Anthropic qui édite Claude, concurrent de OpenAI et de son ChatGPT. Oui, là aussi, c'est un festival de grandes déclarations quasi messianiques à la différence près qu'elles n'apportent aucun espoir, aucune ouverture. Celui que la presse dépeint comme un patron éthique, voire optimiste, et qui voit ses discours publiés par la revue Le Grand Continent, dont on rappelle au passage qu'elle publie les délires des autres copains des technobros d'extrême droite comme Curtis Yarvin, promet ni plus ni moins à la fin du monde. L'IA générale, une forme de Skynet remasterisée pour titiller la peur de nos contemporains de 2026, serait sur le point d'être inventée. Elle menacerait directement l'emploi de millions d'individus d'ici à 5 ans et serait une arme de destruction massive dans les mains des autocraties les plus énervées de la planète. Amodei regarde vers la Chine avec inquiétude. Nous aurions davantage tendance à lui tendre un miroir. On ne compte plus les déclarations de ce type du côté des patrons de la tech et de leurs affidés, les invitations à la prudence, à la pause, à la modération, à la mesure. Beaucoup aux États-Unis, en Europe et en particulièrement en France continuent de pousser cette dynamique conversion à la tech. Peu importe les conséquences, il faut favoriser la croissance en embrassant le futur. Donc en fait, le problème, c'est l'intelligence artificielle. Si on la limite, si on la contrôle, alors tout va bien, non ? Eh bien, 2 professeurs de droit de la Boston University, Woodrow Herzog et Jessica Silbey, ont publié une étude qui commence à faire du bruit. How AI Destroy Institutions. Leur thèse, les systèmes d'IA sont par conception structurellement incompatibles avec la survie des institutions démocratiques. Pas en raison d'un mauvais usage, non, par nature. Et il me semble qu'on peut aller un peu plus loin et faire appel aux fameuses humanités, les sciences sociales qui s'intéressent aux conséquences politiques de l'activité de la Silicon Valley et affirmer tranquillement, vu la somme de travaux impliqués, que ce sont même leurs concepteurs qui ont une furieuse envie de détruire la démocratie. Peter Thiel, grand argentier de la tech américaine, auquel beaucoup vouent un culte sans borne, l'affirmait d'ailleurs dans un post de 2009 intitulé « L'éducation d'un libertarien » et il disait « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles ». Le programme est clair. En gros, les réseaux sociaux, X particulièrement, sont devenus un nœud où la violence quotidienne, anonyme, principalement masculine, s'exprime sans entrave à l'encontre des institutions, des femmes, des minorités et des communs. L'intelligence artificielle générative automatise des choix fondamentalement moraux, aplatit les hiérarchies institutionnelles et rend invisibles les règles qui donnent leur sens aux institutions. Elle est par ailleurs incapable de risques intellectuels ni de désobéissance créatrice. En embrassant sans recul cette tech, cette Silicon Valley, en lui ouvrant grand les bras, c'est un loup qu'on fait entrer dans nos murs, pas un génie bienfaisant. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh ben, on a eu un GG encore un petit peu énervé sur ce. On refait le texte existant. Écoute, il a le ton de ses convictions. Voilà. Il a le ton de ses convictions et il dénonce effectivement certains travers qui sont pour le moins inquiétants en ce moment. Bon, Marie, revenons à nos moutons. Tu te disais plutôt optimiste et le sous-titre de ton livre, d'ailleurs, dénote cet optimisme puisque tu dis « Et si l'IA nous rendait plus humains ?» Alors finalement, en quoi tu penses que l'IA pourrait effectivement nous rendre plus humains ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on utilise l'IA beaucoup pour faire plus de ce qu'on faisait déjà. Et en réalité, il y a cette citation, alors je ne sais pas à qui elle est attribuée, parce qu'en réalité, j'ai sourcé et en fait, je n'ai pas trouvé. On va dire qu'elle est apocryphe. Mais en général, c'est Einstein. Quand il y a des citations, on ne sait pas, on peut dire Einstein l'a dit, tu vois, ça marche toujours. Ou Woody Allen. Ou Picasso. Parce que comme ça, tu vois, ou Oscar Wilde. Chercher, tu vois, bon. Bon, dis-nous la citation. Et donc, cette citation, elle dit le génie de l'IA n'est pas de penser comme nous, mais de nous montrer de nouvelles façons de penser. Et donc, tu sais, c'est comme chaque fois que tu as eu une grande avancée technologique, quand tu as l'électricité qui est arrivée, ça n'a pas juste remplacé la bougie, en fait. Ça crée le cinéma, ça crée finalement l'électricité dans les villes, donc du coup, une nouvelle organisation le soir, des nouvelles activités, etc. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui,
on a l'IA, mais on connaît pas encore les effets de deuxième et troisième ordre en fait. Donc ça c'est. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a eu ces dernières années quelques projets que je trouve intéressants, comme par exemple Google qui a lancé un LLM, donc un grand modèle de langage, qui en fait s'appuie sur des données de vocalises en fait de dauphins. Et sur 50 années, et qui ensuite est en train de regarder les patterns qui s'en dégagent pour éventuellement comprendre les dauphins. Baidu a déposé un brevet, je crois que c'était l'année dernière, pour mieux comprendre le langage des chats, des animaux. Okay. Et donc là, tu te dis, peut-être que, tu vois, finalement, il y a des fréquences en fait sur la Terre qu'on ne réceptionne pas aujourd'hui, qu'on n'est pas capable d'entendre, d'écouter, qu'on ne comprend pas. Et donc, si on voit les LLM comme une prothèse phénoménologique, peut-être qu'on va ouvrir des interstices et que on va se reconnecter un petit peu avec notre écosystème parce que on aura une perception qu'on n'avait pas finalement avant, quoi. Donc ça, on est dans des récits alternatifs, des récits de futurs possibles. Mais tu vois, je trouve ça fascinant parce que jusqu'à maintenant, on était très centré sur nous-mêmes, sur l'humain, c'est la race la plus intelligente, etc. Mais peut-être que tu vois, alors parfois on nous dit le futur, il sera full robotique, etc. Il sera, et moi j'ai tendance à dire peut-être plus qu'humain. C'est ça. Et plus qu'humain, peut-être qu'on aura l'intelligence de l'humanité, de l'humain, les intelligences artificielles avec ce condensé, on va dire, historique de pas mal d'intelligences passées. Et puis, on aura peut-être aussi l'intelligence du vivant. Comme aujourd'hui, on a de plus en plus de sociétés, tu sais, qui se créent, des startups technologiques, qui se créent sur la base du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est s'inspirer, en fait, du vivant pour créer des technologies. Donc, peut-être des bateaux, en fait, qui s'inspirent, je sais pas, des nageoires, des dauphins ou de la baleine, etc. Et donc, tu vois, ça, c'est une tendance, ça doit faire peut-être une bonne dizaine d'années maintenant que ça commence à émerger, puis on est en plein dedans. Et peut-être qu'on... Donc, c'est en ça que pour toi, l'IA pourrait nous rendre plus qu'humains, c'est-à-dire dépasser l'humain qui s'intéresse qu'à lui, à son environnement immédiat, qu'on a pu percevoir avec les technologies dont on disposait jusque-là, mais que l'IA nous permettrait de percevoir encore d'autres strates, d'autres couches de l'humanité, du vivant qu'on n'aurait pas perçu jusque-là, et donc en nous rendant, by the way, au passage, plus qu'humains. C'est ça l'idée ? Exactement. Ah oui, canon. Ok, c'est tout un programme. C'est assez réjouissant. C'est Avatar. Il y a deux concepts que j'aime bien, j'en parle dans mon livre. Ouais. Le premier, c'est ce que j'appelle le numérique sensible. Okay. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si tu regardes, Internet a surtout mis en avant deux sens. L'ouïe, avec la musique, les Spotify, etc. Et la vue, tu vois ce que je veux dire, parce que la vue, bien sûr, clairement. etc. Mais l'humain a d'autres sens et peut-être qu'on va être capable ces prochaines années de développer les autres sens qui avaient été négligés jusqu'à maintenant. Notamment le toucher, le goût, l'odorat, on n'a strictement rien fait avec la technologie, pratiquement. Donc tu vois, quasiment, il y a peut-être des choses. Quasiment, il y a quelques exemples. Kinesthésique un petit peu. Et oui, on commence à voir sur tout ce qui va être haptique, etc. Et c'est marrant, tu vois, il y a 5 ans, donc ça commence à faire, j'avais discuté avec un entrepreneur qui développait des technologies haptiques, donc tu vois, pour redonner le retour de force, notamment sur votre smartphone par exemple, quand vous appuyez sur l'écran et vous sentez une espèce de retour de force pour symboliser en fait un relief, une texture, ce genre de choses, quoi. Et il y a 5 ans, donc c'était il y a au moins 5 ans, ce pitch, je pense, et il me racontait que lui-même 3 ou 4 ans avant, donc finalement, je vais te raconter une anecdote qui date d'il y a 10 ans, ok ? Il avait discuté avec Mark Zuckerberg, parce qu'il s'était retrouvé, en fait, apparemment, il avait été intéressé par leur techno, et il lui avait dit, moi, mon rêve, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens des POC, ils existent toujours sur Facebook, mais je crois que maintenant, on les utilise plus du tout, mais au tout début de Facebook, tu sais, tu pouvais envoyer un POC. Tu pouvais faire un POC. Voilà. Ah oui. Ouais. Et le truc qui servait strictement à rien, c'est juste pour dire coucou, t'es là, c'est bon, je suis là. Arrête, t'es relou. Castor relou, c'est ça exactement. T'as rien à dire, mais tu fais un POC. Et à l'époque, Mark Zuckerberg avait raconté à cet entrepreneur que lui, son rêve, c'était que tu puisses envoyer un POC et qu'on puisse le sentir.
Oh non, Bah, pas ça. Tu mêles ça à son métaverse et là, on est bien. Ah, c'est clair. C'est sûr qu'il y a un petit Bah, en fait, tu peux avec les montres connectées et un vibreur dedans, quoi. Bien C'est sûr, ça l'idée bien maintenant. sûr, ouais. Mais justement, ce numérique sensible, moi, je t'écoutais attentivement, donc le retour peut-être à la nature et au vivant, parce que on le comprendrait mieux grâce à nos nouveaux outils, l'intelligence artificielle. Ok, moi j'achète l'idée, je suis pour en fait. Je suis pour que l'on comprenne davantage le vivant, même si j'essaierai de mettre un peu avant l'idée de comprendre déjà un peu mieux son contemporain avant d'essayer d'aller comprendre les dauphins ou les chats. Mais pourquoi pas. Mais ce numérique sensible, ça appelle aussi à une autre façon de le traduire, en l'espèce la robotique et la robotique sociale, parce qu'on sait très bien que la prochaine vague de l'IA sont pas les chatbots et les assistants, mais c'est l'IA qui est embarquée directement dans la robotique, et c'est déjà un petit peu à l'œuvre. Et ça dit quoi du coup? Parce que finalement, il y a d'un côté le retour au vivant et de l'autre côté, il y a une forme aussi d'objectivation du vivant par cette robotique que l'on essaie de rendre la plus humaine possible, sinon humanoïde. Je parle pas de sa forme là, mais je parle de sa capacité d'empathie, puisqu'on cherche à faire de la robotique émotionnelle. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça du coup? Alors, ça revient à mon idée d'écologie des intelligences, tu vois, ne plus penser l'humain seul, mais dans une écologie des intelligences artificielles, humains, vivants, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as entièrement raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans l'abstraction de je discute avec un chatbot avec une interface, mais comme tu le dis, demain, on l'aura à la fois, et c'est ça qui est assez intéressant, à la fois sur les fronts de guerre, donc des robots qui vont tuer, et à la fois des robots qui vont s'occuper de nos aînés, de nous-mêmes d'ailleurs, parce que y a un vieillissement de la population et qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de main d'œuvre pour s'occuper de ces gens-là. Donc de toute façon, ça sera certain. Et d'ailleurs, c'est un des premiers usages en soins, en accompagnement chez les personnes âgées. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit beaucoup de choses. Ça dit encore une fois, c'est ce que je disais sur l'écologie des intelligences. Et je pense que ce qui sera aussi intéressant, on n'en a pas encore parlé, c'est que on se rend compte que il y a de plus en plus maintenant de neurosciences de la robotique, enfin des neurosciences, en tout cas des IA qui sont en train d'être faites. Ça s'appelle la berthologie. Donc la berthologie, c'est en fait finalement C'est joli. ouais, ça c'est Berthe, ça venait des premiers, enfin tu vois les aïeuls des Transformers, quoi, tu vois. Et du coup après, c'est resté. Alors parfois tu entends LLMologie, mais en fait le terme scientifique consacré, c'est berthologie. Donc c'est des neurosciences des IA. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que les IA sont capables d'empathie. Alors empathie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va mesurer, tu sais, sous IRM les cerveaux des gens, et on se rend compte que ça active les zones du cerveau qui sont associées à ce qu'on appelle la théorie theory of mind, ou théorie de l'esprit. Donc ce qui est fascinant, c'est que tu vas me dire oui, mais c'est pas de la vraie empathie, hein, il faut pas anthropomorphiser la machine. Oui, mais en réalité, ils sont capables de le simuler, et le simuler suffit en fait à produire ses effets sur l'humain. Oui. Okay. Oui, c'est le fait que le LLM, encore une fois, c'est la modélisation du langage. Donc, et su choisir les meilleurs mots pour activer au maximum l'empathie. C'est ça qui est derrière, finalement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être là-dessus que tu vas aller, je ne sais pas, c'est qu'en retour, on est extrêmement influencé du coup par les réponses des LLM, par les réponses des IA. C'est ce que tu nous disais aussi sur l'exercice d'écriture. Tu avais peur d'aller sur des formes qui soient trop robotiques, ou peut-être de t'être fait influencer par les modes de langage des IA qui, du coup, que nous aussi, on a tendance à prendre au final. Où ça va nous mener, ça? C'est pas un risque majeur aussi, finalement, cette influence que pourraient exercer les IA sur notre humanité profonde? Je sais pas si on peut le dire comme ça. Et qui est, à rapprocher effectivement de ce qui vient d'être dit sur l'empathie, parce que c'est aussi un grand levier de manipulation, notamment de programmation neurolinguistique, que de se mettre en empathie avec son vis-à-vis, y compris par le non-verbal, parce que toi tu la ramènes sur le langage et sur le verbal, et t'as raison. Non, mais les deux vont de pair, me semble-t-il. De toute façon, c'est des infrastructures cognitives. Les IA génératives, aujourd'hui, pour moi, c'est des infrastructures cognitives avec des pendants qui sont positifs, qui peuvent être, si tu t'en sers bien, ça peut t'expandre, tu peux découvrir des choses. Il y a une plasticité avec ces usages qui est phénoménale. Tu vois, quand même pour l'apprentissage, tu peux demander à la machine 50 fois la même chose, elle se lassera pas, comme un prof, etc. C'est sans fin, tu veux dire. Et pour autant, et tu vois, c'est là que je vais revenir à mon sujet. Qu'est-ce qui fait une vocation? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que tu es devenu ça, que tu as fait ci, plus ça? On te dit rarement, ah bah oui, parce que j'ai beaucoup appris. Généralement, qu'est-ce qu'on te dit?
ah ben j'ai eu un prof, j'ai adoré, il m'a ouvert, tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu vois, il y a ce côté un peu énergie, il y a quelque chose qui est quand même indescriptible. Il y avait un chercheur en IA qui appelait ça, la restitution en fait d'un professeur en cours magistral, il appelait ça le spectacle en fait. Euh, et tu vois, c'est un transfert d'énergie, tu vois. Donc oui, il y a du pour et Mais du c'est- contre, c'est-à-dire que quelque part, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un robot qui s'occupe de personnes âgées alors que on sait que conjoncturellement et puis même aujourd'hui, plus on vieillit et plus on se retrouve seul. Est-ce qu'il vaut mieux Mm. pas avoir une Ah bah, machine, quitte à ce qu'elle simule, etc., mais que la personne se sente moins seule? Bah là-dessus, on a un avis et on a un avis partagé notamment par un de nos précédents invité, Grégoire Inzelin, qui est neurologue et qui lui, en fait, sa grande idée et son grand combat, c'est celui de la solitude. Et là où on pourrait penser que l'apport d'un artefact technique vient, je dirais, combler une absence, donc vient rompre l'isolement, eh bien, ça accentue l'isolement, mais de façon systémique. C'est-à-dire que sur l'instant, tu vas caresser ton petit bébé phoque quand tu es en EHPAD et c'est très bien. Néanmoins, tu te coupes encore davantage d'autres relations humaines. D'une part, parce que tu n'en as plus besoin, toi, dans un sens, que tu parles à ton chatbot au quotidien alors que tu étais isolé. Désormais, tu as quelqu'un, enfin, tu as une oreille numérique attentive. Et de l'autre côté, aussi, les autres humains se disent c'est bon, de toute façon, maintenant, elle ou il a quelqu'un avec qui interagir et on n'a plus de degré d'urgence de devoir entrer en contact avec Tu cette fais personne. référence avec le bébé phoque à des robots Paro, sociaux ouais. qui sont testés dans des EHPAD. robots On avait sociaux eu qui sont un épisode là-dessus avec Julien De Sanctis il y a quelques temps. Ouais. Effectivement. Et donc, oui, moi je me méfie vachement de cette idée selon laquelle l'objet technique viendrait pallier un manque de contact parce qu'on ne peut pas y répondre autrement. Et en l'espèce, on a parlé tout à l'heure de l'impact sur l'emploi, plutôt que de se demander finalement si on doit mettre des objets techniques dans les mains de nos seniors ou peu importe ceux qui sont isolés. Qu'est-ce qu'on fait de ces emplois qui sont détruits là où on manque cruellement de profils dans les métiers du care? Tu vois, typiquement, je préférerais plutôt que d'investir dans des paros ou autres, etc., eh bien qu'on prenne ces gens qui se retrouvent sur le marché de l'emploi parce que l'IA leur a pris leur travail et qu'on les forme justement à accompagner les seniors, enfin que nous serons d'ailleurs dans pas si longtemps, enfin surtout toi Mick, plus prochainement que moi. Mais, c'était gratos, mais tu pas vu venir celle-là. Je sais pas, enfin je te partage cette réflexion. Quelle est ta question? Je n'ai pas de question, c'est une réflexion. J'ai le droit d'en avoir aussi. J'aime beaucoup ta réflexion, Cyril, et justement, j'allais aller vers ce chemin-là, qui est qu'on a beaucoup de certitudes, je trouve, en tant qu'humain. Alors, je fais pas du tout allusion à ce que tu disais, mais de manière générale, tu vois, qui est comme de dire, une vision simpliste, c'est de dire, l'IA va automatiser les choses, donc ça va nous libérer du temps. Bon, sauf qu'en effet, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Au contraire, plus les gens utilisent l'IA, c'est une étude qui est sortie du Harvard Business, plus ils sont sujets au burn-out, ok? Exactement. Et là où j'aime bien ta réflexion, c'est que, en fait, il faut prendre toute la chaîne de valeur et toute la chaîne de causalité. Donc, peut-être qu'effectivement, on va avoir besoin de moins de personnes pour faire les mêmes métiers, qu'on va libérer et que finalement, ce qu'on avait imaginé des robots, en réalité, ça va être de l'humain qui va reprendre le rôle avec les aïeux. Ou alors, ça va être encore différemment parce que si on regarde ce qui se passe un petit peu aujourd'hui sur ces sujets du grand âge, avec les scandales qu'il y a eu Orpea avec les EHPAD, etc., aujourd'hui, on a de plus en plus de co-living générationnel qui se crée avec des nouveaux formats. On sait même que au sein des populations aujourd'hui, il y a aussi des nouveaux modes. Le système de la famille tel qu'on le connaissait est en train d'évoluer très fortement. Donc finalement, peut-être ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, en fait, n'y ressemblera pas du tout. Et un autre point qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit à la robotique aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire comme l'humain. Tu vois, donc on a de plus en plus des robots qui ressemblent à l'humain. Mais réfléchis un instant, est-ce que c'est pas un peu bête parce que on a des limites nous-mêmes, tu vois? Donc au lieu de vouloir faire un robot qui nous ressemble, est-ce qu'on ferait pas mieux, par exemple, de mettre un robot avec des yeux derrière? Parce que moi, j'adorerais avoir des yeux derrière. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir faire comme l'humain et que peut-être que finalement, on va se dire, en fait, chacun sa place, tu vois. Et puis, on va créer un nouvel outil, un nouveau robot, etc., mais qui ne ressemblera pas à l'humain et qui n'aura peut-être pas des pieds, qui n'aura pas des... Parce que finalement, techniquement, on est fait comme ça, mais c'est pas toujours très...
Peut-être que la première des limites, c'est notre incapacité à imaginer ce que l'on n'a pas déjà vécu, Oui. ce que l'on n'a pas déjà produit. Il y a une autre limite, malheureusement, c'est celle du temps et celle de notre podcast aussi. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Marie, merci pour ces échanges qui restent un petit peu en suspens, mais qui du coup permettent d'aller creuser en allant lire ton livre. Peut-être aussi nous laissent une latitude pour réfléchir à tout ça et avoir nos propres avis sur la question et prolonger cette réflexion peut-être avec les autres épisodes de Trench Tech que vous trouverez sur toutes les plateformes. On rappelle le titre de ton livre, Self-pressionnisme, et je faisais semblant de ne pas savoir le prononcer tout à l'heure. C'est très facile à dire, self-pressionnisme, 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 aux éditions EMS. Merci beaucoup Marie. Merci Marie, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, et pour toi qui nous écoutes, reste encore quelques instants car il y a quelques idées que Marie nous a partagées que nous allons devoir débriefer juste entre Mick et moi. Prépare tes arguments mon pote parce que ça va saigner. Je suis chaud. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Ça c'est un épisode qui doit te plaire Mick, parce que le numérique sensible mec, le numérique c'est joli, hein, sensible, c'est très beau, ça paraît presque un oxymore, tu vois, le numérique, c'en est un d'ailleurs, le numérique sensible. Moi j'aime bien cette idée, cette promesse finalement de nous rendre plus humains, que la tech et l'IA nous rendent plus humain, même si je taquine un peu Marie, tu ne m'en voudras pas, mais je remets quand même sur la table cette question de vouloir s'intéresser aux pigeons, aux plantes vertes et aux chats de gouttière avant nos propres contemporains. Je taquine évidemment, mais j'ai quand même un peu de mal, probablement parce que moi-même je suis limité, comme je le disais à la fin, par cette capacité à se projeter. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Mick ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Moi je crois qu'il faut patienter. Et qu'il faut être résolument tu vas finir en EHPAD, mec, à caresser des parents. Peut-être. Pourquoi je dis ça ? Elle a raison, Marie, sur cette réflexion de on ne sait pas ce que ça va donner. Les exemples qu'elle a pris, qui aurait pensé au moment où tu as inventé l'électricité dans les quelques années qu'on suivit, qu'on allait mettre des câbles qui vont parcourir par toute la planète, dans toutes les rues, pour éclairer toutes les rues, et que ça allait changer autant de choses autour de l'électricité, que des années encore ça change autant de choses. Tu sais, c'est la fameuse loi d'Amara. On y fait souvent référence dans Trench Tech. J'adore cette loi. C'est la loi qui dit on a tendance à surestimer les effets à court terme d'une technologie, confère la peur que l'IA se retourne contre nous, à mon avis, confère la peur sur l'emploi, à mon avis, qui est beaucoup trop surestimé. Confère aussi les aspects positifs que l'on surestime de la tech. Et peut-être aussi les aspects positifs qu'on veut nous vendre, tout à fait. Et que par contre, on a tendance à sous-estimer ce qui va se passer à long terme. Ça, j'y crois à fond, et ça fait vraiment écho à ce que nous disait Marie là-dessus. Vraisemblablement, parce qu'on est très limité. Et si on l'était un petit peu moins, peut-être qu'on aurait moins besoin de ça aussi pour se rendre compte que comprendre le vivant, c'est se sauver la mise à nous-mêmes, parce qu'on fait partie de ce vivant. Donc moi, j'aime bien cette idée qu'effectivement, on puisse s'appuyer sur la tech pour devenir plus humain. D'ailleurs, cette notion d'être plus qu'humain, ça aussi, j'adore. Tu vois, il y a la notion de surhumain en philosophie aussi, et le plus qu'humain, finalement, là, c'est fondre dans quelque chose de plus grand que soi, qui est simplement le règne du vivant, voire de l'immatériel et du matériel, puisque elle met quasiment au même plan les robots eux-mêmes sensibles demain. Ça, c'est peut-être encore plus perturbant en fait de se dire merde, il va y avoir une cohabitation entre le vivant qu'on comprend enfin et puis des boîtes de métal avec mais c'est aussi finalement de l'empathie dedans. Un nouveau chapitre, on pourrait dire, d'une des grandes promesses de la tech, que de se faire oublier. Alors là, c'est un peu paradoxal, parce que si elle vient dans des robots, etc., oui, tu sais, c'était Steve Jobs qui avait beaucoup parlé de ça, du fait que la tech était devenue une bonne tech quand on ne la percevait plus. Pas l'humain, la technologie en elle-même. La baguette magique, c'est. Alors, elle va se fondre, elle pourrait, tu vois, se fondre avec nous, autour de nous, de manière sensible. On revient au numérique sensible, mais aussi, effectivement, par les robots qui vont arriver, et là, ils ne seront pas oubliés. Ça, c'est sûr. Mais ils seront oubliés par leurs usages, peut-être par leur omniprésence au fur et à mesure. Bon, moi, je leur dis, il faut être résolument optimiste et patienter sur ce qui va se passer. Ceci dit, le numérique sensible, il est déjà là avec les capteurs qui sont dans la vraie vie, etc. En tout cas, oui, soyons patients, Mick, mais tu sais ce que ça me laisse penser ? C'est qu'en fait, on va devoir finir en EHPAD tous les deux pour continuer Trench Tech et en parler, parce que s'il faut patienter... Allez, vas-y, mon papy, on y va. Voilà, mon cher Mick, aujourd'hui. Trench Tech. Trench Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler, 60 minutes pendant lesquelles nous avons été encore
un peu plus humain. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, aidez-nous, soyez encore un peu plus qu'humain, postez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, levez un pouce sur YouTube et partagez cet épisode tout autour de vous. Car pour conclure, comme le disait le grand Albert Camus, l'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est.